C'est vraiment Michaëlle qui nous a mis en relation, hein, et elle m'a dit que voilà, si je voulais rencontrer Jade, si j'avais un texte, est-ce qu'il y aurait quelque chose de possible pour Biovivart. Et donc en fait elle nous a conviés dans un café, elle nous a fait nous rencontrer, et donc Jade et Cyril m'avaient envoyé un lien, j'ai vu qu'est-ce qu'ils faisaient et je me suis dit bah oui en fait peut-être qu'on peut essayer quelque chose, même si c'était quand même très différent de ce que moi j'allais dire, parce qu'ils n'étaient pas du tout sur les questions d'eau, beaucoup plus sur voilà, les performances de Cyril étaient très animaliers. Enfin, bon, voilà. Donc je ne voyais pas forcément à quoi ça pouvait ressembler au début, mais en fait moi l'idée me plaisait bien, pour plein de raisons. J'avais fait des choses qui ressemblaient un petit peu, j'avais fait du théâtre quand j'étais jeune, et puis surtout depuis plusieurs années je fais des petits films pour illustrer mes cours, et donc voilà, l'idée de mêler art et sciences, ça me plaisait bien. Et donc ce que j'ai proposé, j'ai dit à Michaëlle que entre février et juillet, ça allait être un peu court, que j'avais plein d'autres choses à faire, mais que j'avais un texte sur lequel éventuellement on pouvait partir, quoi. Donc voilà, j'ai transmis le texte à Jade et Cyril, et puis ils ont proposé une première rencontre où on a lu ce texte, et puis Jade avait apporté Ponge, etc. Donc on a commencé, on s'est vu une première fois, et puis Jade m'a dit quand même ça serait bien de faire ça avec de la musique, et donc on s'est vu une deuxième fois avec Jean-François. Et donc là, c'était la troisième fois qu'aujourd'hui on se voyait. Donc c'était pas complètement de l'impro, parce qu'on avait calé un peu ce qu'elle appelle une conduite, hein, donc le déroulement de tout le texte et de tout ce qui doit intervenir, mais c'était quand même un peu improvisé, ouais. Enfin en tout cas la mise en place était pas calée, quoi. Alors je pense en fait que c'est plutôt bien. Je pense on a un collègue qui est enseignant qui, quand on est allé le voir aux États-Unis, il avait demandé à Xavier de venir perturber son cours. Et donc il lui avait dit, voilà, je fais des cours de 2 heures et en fait c'est trop long pour capter l'attention des étudiants. Et donc au bout de 45 minutes, j'ai besoin d'une perturbation pour qu'il se passe quelque chose dont les étudiants vont se souvenir. Et du coup, il avait demandé à Xavier, il enseignait dans une salle qui était un petit peu en pente, avec quelques petites marches d'escalier, de venir en vélo et de descendre les marches d'escalier à vélo. Et bon, Xavier avait dit c'est complètement absurde, etc. Mais en fait, il faisait ça à chaque fois, et donc les élèves ils venaient à ce cours parce qu'ils attendaient un truc qui allait se passer. Et en fait, ils adoraient, parce qu'en fait, ils se souvenaient. Et alors évidemment, alors à l'époque, ce truc-là n'avait aucun lien avec le contenu. On peut faire mieux, quoi. Mais cette idée de perturber un cours pour capter l'attention des étudiants, pour faire aussi un moment de respiration, qu'on pense à autre chose, on fait aussi jouer son corps, alors que sinon c'est que cérébral. Ça, je pense que c'est très bon. Qu'en fait, on ne peut pas supposer que le message il va prendre 3 heures à être dit et que pendant 3 heures on va rester attentif à un truc qui est uniquement dans le cerveau, quoi. Ça, je pense qu'on a besoin d'autre chose. Et donc l'art, c'est aussi une façon de ponctuer un peu le discours avec des trucs un peu qui parlent à autre chose que juste le cérébral, quoi. Alors moi, mon travail à moi, c'est vraiment d'essayer de mettre en politique des choses qui sont très compliquées, très complexes, et donc les bassins versants, les nappes, des choses qu'on ne voit pas. C'est vraiment très très difficile qu'il y ait une décision juste qui soit prise à ce propos-là. Et donc mes travaux, ça a été de voir que, en fait, voilà, l'idée c'est un peu que pour qu'il y ait des bonnes décisions, il faut que les gens prêtent attention à la chose sur laquelle on va décider. Et c'est pas spontané du tout, l'attention des gens elle est prise par plein d'autres choses, et donc si on veut que les gens s'intéressent à quelque chose, en général, la manière dont ça se passe, c'est qu'on va politiser cette chose. On va dire « Ah, mais ça ne semble pas vous intéresser l'histoire de maïs, mais il y a des maïs de gauche, il y a des cultures de gauche, et puis voilà, il y a la Confédération paysanne, et puis à côté, il y a la FNSEA, et vous voyez, c'est 2 modèles d'agriculture complètement différents, il faut que vous choisissiez votre camp. » Et donc ça, le fait que ce soit très polarisé, ça va aider les gens à se dire « Ah oui, en fait, j'ai quand même quelques idées sur ce sujet, parce que j'ai quand même quelques idées de gauche ou quelques idées de droite, et donc j'ai des choses à défendre là-dedans. » Et donc ils vont s'intéresser au sujet parce qu'il est politisé.
Et en fait, moi, ce que j'observe, c'est que dans le domaine de l'eau, les choses politisées, c'est des tout petits motifs. On va politiser le silure, qui est un poisson que certains aiment et d'autres n'aiment pas. On va politiser les barrages, les bassines, etc. Mais en fait, pour qu'on prenne l'eau dans sa globalité, il y a plein de trucs qui ne vont pas du tout être politisés parce que ça paraît trop technique, etc. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est bien de partir de ces trucs un peu politisés. Et puis, il faut aussi articuler à ça un peu plus de vision holistique qui doivent être aussi politiques parce qu'en fait, il y a des arbitrages à faire, mais en incorporant plus. Et donc, c'est un message qui n'est pas opérationnel tout de suite, mais c'est de dire que du coup, il va falloir non seulement des moments de politisation, puis il va falloir des institutions qui seront plus dans la durée et qui vont s'occuper de tous ces trucs pour lesquels il faut plus de connaissances et de l'animation dans la durée. Et cette animation dans la durée, elle passe aussi par le fait que les gens qui se mettent là-dedans, ils peuvent en parler. Et d'une certaine façon, l'art, c'est quelque chose qui fait que de ces sujets un peu rébarbatifs, on va pouvoir parler en soirée, on va pouvoir dire « Ah, mais j'ai une façon de t'en parler qui est assez plaisante, j'ai un film à te montrer, j'ai une poésie là-dessus, etc. » Et ça fait que on n'est pas exclu dans un monde à part quand on parle de ces sciences-là. Et en fait, pour que ça puisse intéresser les gens et que du coup, ce soit un peu une décision démocratique qui soit prise, oui. Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Et donc, l'attention du public pour ça, l'art, c'est pas mal. Et le risque, c'est qu'il y ait des technocrates qui soient très au courant de ces choses-là, qui décident entre eux, et que ensuite, l'eau qui reste dans la rivière, les sédiments qui restent dans la rivière, ça a été décidé par d'autres, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas passionnant, a priori, et donc rendre ça plus accessible, proposer aux personnes des petits morceaux qui vont pouvoir comprendre, voilà. Ça va faire peut-être que quand il y aura un débat dans une commune, ils vont se dire « Ah, mais en fait, moi, j'avais appris des trucs, ça m'intéresse. » Et puis, en fait, c'est des trucs, c'est pas si compliqué que ça. On peut le prendre par un petit bout. Et donc, voilà, l'idée que ça puisse faire vivre un peu plus la démocratie et qu'il y ait aussi des gens qui n'ont pas tout compris, mais qui se disent « En fait, on a quand même le droit de poser des questions, quoi. Elles ne sont pas stupides, mes questions. Je peux aller à cette réunion publique et je peux interpeller le maire et lui dire « Oui, mais vous avez l'air de considérer que c'est évident que… » Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Eh bien non, c'est pas si évident que ça. On peut faire autrement. On pourrait aussi interdire certains usages. On pourrait aussi pas seulement demander qu'on ne lave pas la voiture ou qu'on ne remplisse pas les piscines, mais peut-être on peut demander plus. On peut aussi demander que dans les cours d'école, on désimperméabilise. On peut aussi demander que… Donc, penser à d'autres solutions, c'est accessible. Enfin, le rendre accessible, en tout cas, ça me plaît bien. On peut se mobiliser dans des associations qui vont ensuite avoir plus ou moins de poids dans ces instances-là. On peut aussi, en fait, à chaque fois que dans une ville, il y a des aménagements, il y a un plan local d'urbanisme et donc il y a une enquête publique. On peut participer à ces enquêtes publiques. Mais en fait, on se rend compte aussi que c'est pas forcément à ces moments-là que les choses basculent, c'est à des moments de mobilisation aussi. Et donc la mobilisation citoyenne, elle est très importante. Donc qu'il y ait des associations qui disent qu'elles ne sont pas d'accord, c'est quand même ce qui a, par le passé, fait changer le plus de choses, quoi. Ouais, je pense que la principale idée, c'est que le statu quo n'est plus possible. C'est ça la grande idée. C'est qu'avec le changement climatique, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais moi j'ai des besoins ». Moi, vous voyez, j'ai planté ce champ d'abricotier, voilà, maintenant j'ai un besoin. Et en fait, non, ce n'est pas des besoins, c'est des attentes. Et c'est des attentes qui étaient légitimes quand on avait assez d'eau. Maintenant qu'il n'y a plus assez d'eau, ces attentes, ça n'est que des attentes, ça n'est pas des besoins, c'est pas vital. C'est peut-être vital pour les abricotiers, mais c'est pas vital pour la société. Et donc, il y a des choses, il va falloir se détacher. Et donc le statu quo, c'est ce que j'ai planté, forcément ça doit rester. Voilà, on est une ville, on pompe tant d'eau parce que y a des besoins. Non, il n'y a pas forcément autant de besoins que ça. Et donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avoir 150 litres d'eau par jour par habitant, non, peut-être que c'était une attente, mais peut-être que c'est pas un besoin et qu'on va pouvoir renégocier. Et donc l'évidence contre laquelle j'aimerais que mon travail serve, c'est de dire il va falloir tout renégocier et il n'y a rien qui soit un besoin absolu. Alors si, on a des besoins absolus, il faut qu'on boive 5 litres par jour à peu près, mais 5 litres c'est beaucoup moins que 150, donc il y a de la marge. Voilà.
Alors quand on regarde sur le temps long, la façon dont les usages ont évolué, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte que par le passé, notamment au Moyen-Âge en Europe, on considérait que les eaux étaient très différentes. Et ça, c'est vraiment une idée qu'on a complètement perdue. L'idée que les sources, elles étaient vraiment de qualité différente et qu'il y avait des sources à tel endroit et des sources à tel endroit et qu'on ne pouvait pas mélanger les eaux parce qu'elles avaient des natures différentes. Alors à l'époque, on avait aussi des petits dieux dans ces rivières, etc. Et donc il y avait des raisons religieuses qui faisaient qu'on ne mélangeait pas. Mais ça voulait dire aussi qu'on avait trouvé des manières de gérer cette eau qui étaient très différentes d'une zone à l'autre. Et par exemple, il y avait des activités qui se mettaient le long de la rivière de telle sorte que les unes compensent les autres. Par exemple, je pense aux tanneries à l'époque du Moyen-Âge où on allait attaquer les cuirs avec des acides. Et ensuite, alors ça dégradait beaucoup la qualité de l'eau. Mais du coup, à l'aval des villes, on mettait des personnes qui allaient traiter les textiles avec de l'aluminium. Et ça allait du coup, avec la lin, neutraliser les acides. Et donc finalement, bon, ça se compensait d'une certaine façon. Il y avait cette façon de penser les activités humaines par rapport à ce qu'elles allaient apporter à l'eau et en essayant de conserver cette qualité de l'eau et avoir des solutions qui étaient très locales. Et ensuite, on a amélioré les techniques, on a créé des techniques universelles et on a apporté sur la planète des solutions qui semblaient être des problèmes qui sont les mêmes partout et des solutions qui sont les mêmes partout. Donc on a créé des barrages partout, on a exploité les graviers partout et c'est vrai que ça a un peu écrasé des spécificités et surtout des manières de faire qui étaient un peu plus adaptées aux conditions particulières. Ça, c'est ce qu'on voit sur le temps long. Et que finalement on se retrouve aujourd'hui avec des problèmes qui sont un peu les mêmes partout parce qu'on a mis en place des solutions qui étaient très éprouvées, standardisées et on est allé jusqu'au bout. Bon. Alors ça a créé pas forcément les mêmes problèmes partout parce que en fait ça les a créés aux endroits qui étaient les plus fragiles et donc par exemple des problèmes de salinité des sols, des problèmes de sursalinité de certaines mers, par exemple la mer Morte qui est devenue de plus en plus salée, la mer d'Aral qui est devenue complètement asséchée parce qu'on a développé de l'irrigation massive en amont. Alors aujourd'hui on est à certains points qu'il y a vraiment des endroits dans le monde qui vont être avec le changement climatique très dur à vivre parce que soit le niveau des mers va monter et que donc il y aura des zones qui vont être sous l'eau, soit des zones où les nappes ont beaucoup baissé comme en Inde où en fait on a vraiment surexploité les nappes et du coup en fait on n'a plus de ressources suffisantes pour irriguer et donc soit des zones dans lesquelles voilà, on a créé des barrages et derrière on a amené de la population qui devait être alimentée par ces barrages et ces barrages sont comblés de sédiments et en fait il n'y a plus de réserve et donc qu'est-ce qu'on va faire de cette population? Donc effectivement on pense que dans ces conditions-là il y a des endroits où ça va être de moins en moins facile à vivre, ça va être de moins en moins agréable et il y a des gens qui vont partir. Alors il y a des migrations qui se feront bien, d'ailleurs on en observe même en France, il y a des villes dans lesquelles la population décroît et les gens vont vivre ailleurs. Pour différentes raisons, des fois c'est pour des questions d'emploi, mais des fois c'est aussi des questions que ça devient trop souvent inondable ou ça devient trop souvent sec. Et ça c'est des migrations, on pourrait dire un peu spontanées, qui peuvent s'accommoder. Et puis il y a des endroits dans lesquels l'immigration va être massive parce que les catastrophes risquent d'être très importantes. Et effectivement il faudra accueillir des gens ailleurs. Et donc il va falloir partager mieux les ressources. Et puis je pense que dans les zones où ce ne sera pas dramatique, il va falloir envisager comment on redéploie de nouvelles façons de faire avec de nouvelles populations qui arrivent, qui seront aussi des populations qui vont amener d'autres façons de consommer l'eau, d'autres façons de faire avec l'eau. Et je pense que ça sera aussi une source d'enrichissement, c'est d'accueillir ces personnes-là. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, par exemple, Paris est une zone où il y a beaucoup d'eau et que c'est là que vont venir les gens. En fait, c'est pas sûr. Ça peut être dans d'autres zones. Peut-être qu'il y a des grandes villes qui se trouvent très bien aujourd'hui, qui vont pas être si agréables à vivre et que ça va se réorienter autrement. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a beaucoup fonctionné par planification jusqu'à présent. On se disait, voilà, c'est là qu'on va amener la population.
voilà, dans la Côte d'Azur, on va amener le tourisme. Sur la Costa Brava, on va amener le tourisme aussi. À cet endroit-là, on va faire au contraire de l'industrie. Probablement que ça va être plus dur de planifier, probablement qu'il y aura beaucoup plus d'imprévus. Et donc, il faut peut-être imaginer des coexistences de modèles plutôt que des modèles qui vont être un seul modèle à un endroit. Et donc, faire coexister des solutions différentes, je pense que c'est ça qui porte de l'espoir. C'est que il faut essayer de ne pas se mettre dans une seule direction qui serait du coup un peu vulnérable à une impasse. On va vivre des impasses, il faut du coup imaginer des chemins qui soient assez pluriels et où si une voie ne marche pas, on puisse se redéployer sur une autre. C'est un peu abstrait, mais je pense que c'est important, en tout cas quand on va lancer des projets, de se dire bon, j'aurais bien aimé que mon projet il fasse l'adhésion de tout le monde et qu'on parte comme un seul homme dans cette direction, mais finalement, qu'il y ait de la contestation, c'est pas plus mal. On va avoir deux voies. Puis ça nous rendra plus fort d'avoir ces deux voies-là. Et c'est tenir compte de spécificités locales, ce que tu disais tout à l'heure. Alors de toute façon, voilà, il va falloir relocaliser un certain nombre de façons de faire en fonction de l'eau qui sera disponible. C'est pas possible d'imaginer qu'on est tous des hippopotames qui avons besoin de beaucoup d'eau. Il n'y aura pas de l'eau partout, donc les stratégies des lézards sont peut-être pas mal aussi, et que dans les endroits où les lézards se sont bien adaptés, il faudra avoir des stratégies plutôt lézards pour que ça puisse continuer à fonctionner.